merci beaucoup pour cette invitation et pour la chance de parler ici. Alors le sujet que j'ai choisi, c'est peut-on utiliser le hasard? Pourquoi? Parce que en fait, quand on est dans les sciences ou dans l'ingénierie, on pense plutôt au hasard comme quelque chose contre quoi il faut se prémunir, quelque chose qui est un peu dangereux, on veut des assurances que tout se passera bien. Le hasard, on l'aime pas trop, on aime les choses bien contrôlées. Et en fait, je vais essayer de vous convaincre qu'il y a des tas d'endroits dans les sciences où on est obligé d'utiliser le hasard et même d'introduire nous-mêmes du hasard pour que les choses marchent bien. Donc en fait, à chaque seconde dans le monde, il y a des millions de simulations informatiques, des millions de contrôles de sécurité sur les réseaux informatiques, par exemple, qui sont faits et qui utilisent d'une manière ou d'une autre le hasard. Et donc en particulier, on a besoin plusieurs millions, plusieurs milliards de fois par seconde sur la planète de pouvoir engendrer des nombres aléatoires. Je vais vous parler un peu de tout ça. Et je vais essayer de vous convaincre aussi qu'il y a beaucoup de situations où, quand on a une décision à prendre, la meilleure décision qu'on puisse prendre, c'est de choisir au hasard. Tout d'abord, je vais essayer de me présenter un petit peu, de présenter mes recherches très rapidement, juste pour que vous ayez une idée de pourquoi la notion de hasard est très importante dans des tas de domaines différents. Alors, je suis mathématicien et je travaille dans un laboratoire d'informatique. Sur quel sujet? Sur le sujet de l'intelligence artificielle. Donc c'est un sujet futuriste. Il est déjà futuriste depuis 50 ou 60 ans, donc les gens commencent à s'impatienter, et effectivement on n'y est pas encore. Mais un des buts de l'intelligence artificielle, ce serait en fait, par exemple, de fabriquer un bébé robot. Donc qu'est-ce que c'est qu'un bébé robot? C'est un robot qui au départ ne sait rien du tout, et qui a, par exemple, un micro pour enregistrer les sons qu'il entend autour de lui, une caméra pour voir ce qui se passe autour de lui, et imaginons qu'on mette ce bébé robot dans une situation, dans la situation dans laquelle sont les bébés. Eh ben, au début, les bébés, ils entendent des bruits qui sortent de la bouche des parents, et ces bruits ont l'air d'être complètement aléatoires. Et pareil, ils voient des images, alors on voit les bébés qui fixent, c'est assez dur de savoir ce qui se passe dans la tête du bébé, mais on peut imaginer que les séquences d'événements qui se produisent autour de lui apparaissent au début complètement aléatoires. Et à un moment, le bébé va remarquer, par exemple, que chaque fois qu'il entend le mot chien, il y a une image de chien quelque part qui lui arrive sur ses yeux aussi. Il va remarquer qu'il va détecter donc une corrélation entre ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et cette corrélation, si ça se répète une fois, bon, ça peut être le hasard. Si ça se répète 2 fois, encore à la limite. Si ça se répète 10 fois, ça ne peut pas être le hasard. Et donc, en faisant le tri entre le hasard et ce qui n'est pas le hasard, donc ce qui n'est pas le hasard, c'est la structure, en fait, il va découvrir la structure du langage et de la signification des mots que le mot chien désigne, l'objet chien ou l'image de chien. Pareil, en fait, même pour les mouvements, on peut imaginer, quand on regarde un bébé au début, il bouge ses bras et ses jambes un petit peu au hasard, de temps en temps il y a le pied qui arrive dans la bouche, etc. etc. Et puis, il finit par se rendre compte que s'il bouge ses pieds d'une certaine manière, il arrive à avancer. Donc, un des buts des recherches en intelligence artificielle, c'est de reproduire tout ce mécanisme qui se passe dans la tête du bébé. Et au cœur de ce mécanisme, il y a la modélisation du hasard, et il y a à faire la différence entre ce qui est du hasard, ce qui n'est pas du hasard, qui est donc sans doute de la structure, ce qui est peut-être du hasard, mais on n'est pas sûr, et bien évidemment, il faut rendre tout ça quantitatif et mathématisable, si on veut qu'ensuite on puisse le programmer et le faire reproduire par un ordinateur. Donc, la première question qu'il faut se poser, maintenant je passe en mode mathématicien et je vous fais un exposé, c'est tout d'abord un peu de théorie. Qu'est-ce que c'est qu'un objet aléatoire? Qu'est-ce que c'est qu'un objet? Comment on distingue du hasard de quelque chose qui n'est pas du hasard? Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais en revenir à ma préoccupation initiale, qui était de vous convaincre qu'il y a des tas de situations pratiques dans la vie courante ou dans les sciences où c'est très utile d'introduire artificiellement un hasard qui n'y était pas, pour améliorer les choses. On pense immédiatement au sondage où on prend un échantillon au hasard, mais en fait il y a des tas
Il y a des tas d'autres applications, la sécurité des réseaux. Si on veut par exemple construire des réseaux de communication entre ordinateurs qui soient résistants aux pannes, résistants à des pannes localisées, eh ben, il se trouve que construire les réseaux au hasard, c'est souvent ce qu'on peut faire de mieux. Donc pareil, des prises de décision efficaces, souvent on a intérêt à prendre des décisions au hasard. Alors je vais commencer donc par la théorie. Donc qu'est-ce qu'un objet aléatoire? Donc on a envie de dire tout d'abord que un objet aléatoire, c'est un objet qui n'a aucune propriété spéciale. C'est un peu vague, mais on peut essayer de préciser ça. Donc je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on tire au dé, il y a quelqu'un qui vous présente un dé et qui tire, et il tire un 6, un 6, un 6, un 6, un 6 et encore un 6. Et là, on a envie de dire, non, ça c'est pas le hasard. C'est clair que dans cette situation-là, on dit les dés sont pipés. D'un autre côté, si on a tiré 3, 6, 5, 3, 3, 6, 6, 5, 1, 4, bon, est-ce que les dés sont pipés ou pas? Bon, rien de spécial apparemment, donc on a envie de dire que la deuxième séquence est aléatoire, alors que la première ne l'est pas. Et là, il y a un premier paradoxe qui se pose, qui vient de la théorie des probabilités, qui est un paradoxe un peu surprenant, c'est que ces deux séquences, en fait, les chances qu'on a de tomber exactement sur la première, ou les chances qu'on a de tomber exactement sur la seconde, en jouant au dé, ces chances sont les mêmes. La chance de tirer exactement 3, 6, 5, 6, 3, 3, exactement celle-là, elle est extrêmement faible. Et on peut la quantifier, c'est exactement la même que la première, c'est-à-dire que pour chaque chiffre, on a une chance sur 6 à chaque fois de tomber exactement ce chiffre-là, et donc que ces chiffres soient 6, 6, 6, 6, 6 ou 3, 6, 5, 6, 3, dans le deuxième cas, même dans le deuxième cas, on a une chance sur 6 à chaque fois. Et donc, du point de vue du calcul des probabilités, ces deux séquences de tirage de dés devraient être les mêmes. Évidemment, elles ne sont pas du tout les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la première a une propriété très spéciale et la deuxième n'a rien de spécial. Alors évidemment, il faut donner un sens précis à ça. Et donc, la question c'est qu'est-ce que c'est qu'une propriété spéciale? Donc, une propriété spéciale, en fait, c'est défini comme une propriété qui permet de retrouver l'objet avec moins de mots. Donc, c'est, par exemple, la séquence 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, on peut la retrouver en disant, on peut la communiquer à quelqu'un qui est dans une autre salle en lui disant, tu mets que des 6. C'est très simple. Alors que l'autre séquence 3, 6, 5, 6, 3, 3, 6, 6, 5, 1, 4, si vous voulez la faire passer à quelqu'un qui est dans l'autre salle, si vous voulez trouver une caractérisation très simple de cette séquence avec moins de mots, bon, je ne sais pas vous, mais moi j'ai un peu de mal en la regardant à trouver plus simple que de dire, bon, c'est un 3, puis un 6, puis un 5, etc. Et donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment une différence entre ces deux séquences, qui est que la première a une caractérisation très simple, c'est une propriété très spéciale. La deuxième n'a pas de caractérisation très simple. Alors, vous pouvez me dire, bon, il y a une différence très simple aussi entre la première, c'est qu'il n'y a que des 6, alors que dans la deuxième, les nombres sont plus équilibrés entre eux. Mais ça ne suffit pas, parce que imaginez une séquence qui soit exactement, une séquence de tirage au dé qui soit exactement toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'ordre. Cette séquence-là, il n'y aurait pas de chiffre privilégié, il y a autant que de 1, que de 2, que de 3, que de 4. Et pourtant, cette séquence-là, elle n'est pas du tout aléatoire, elle a une propriété spéciale. Et donc, effectivement, si quelqu'un vous propose de jouer au dé et qui sort tout le temps les chiffres dans l'ordre, vous n'allez pas vouloir jouer avec lui. Donc, avec cette notion une séquence est aléatoire si elle a une propriété spéciale, une séquence n'est pas aléatoire, pardon, si elle a une propriété spéciale qui est plus courte que la séquence, on peut exactement préciser cette définition et on tombe sur une notion qui s'appelle la complexité de Kolmogorov, qui résume la quantité d'aléatoire, la quantité de hasard qu'il y a dans une séquence donnée, par exemple dans une séquence de tirage de dés. La première, le 6, 6, 6, 6, 6, a très peu de hasard à l'intérieur. Alors pourtant, on peut quand même tomber dessus par hasard.
mais son degré d'aléa est très faible. La deuxième a beaucoup d'aléas à l'intérieur. Donc c'est une version quantitative. Alors ensuite, je vous parlais de reconnaître, de faire le tri entre le hasard et le non-hasard. Le hasard, c'est peut-être dans le problème de l'intelligence artificielle, dans le problème du bébé robot, le hasard c'était ce qui ne l'intéressait pas, et le non-hasard, c'est la structure, c'est ce qu'il doit apprendre. Donc est-ce que c'est facile de faire le tri entre les deux? Bon, si c'était facile, on pourrait tous faire comme le bébé robot dont je vous ai parlé au début, et regarder la télé en chinois, et au bout de 2 ou 3 heures à regarder la télé en chinois, on comprendrait le chinois. Bon, ce n'est pas le cas. Donc on a déjà une première indication que faire le tri, repérer des corrélations, repérer ce qui est aléatoire, ce qui n'est pas aléatoire, c'est un problème difficile. Et alors je reviens sur cette fameuse séquence là que je vous donne un exemple depuis le début. Elle n'a rien de spécial. Vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas de la structure cachée dans cette séquence? Et en fait, j'ai triché, je vous ai dit qu'elle était aléatoire, mais comment je l'ai prise? En fait, c'est la suite des décimales de pi en base 6, où je l'ai obtenue à partir de ça. Mais évidemment, ça ne se voit pas. Hein. Je suis mathématicien, et si on me montre ça, je ne reconnais absolument pas que c'est la suite des décimales de pi. Et donc, pour les mathématiciens dans la salle, c'est la suite de décimales de pi en base 6. J'ai remplacé les 0 par des 6 parce qu'il n'y a pas de 0 quand on fait des dés, donc il fallait remettre les nombres entre 1 et 6. La conclusion de ça, c'est que c'est très difficile, en regardant un objet, de savoir si cet objet vient vraiment du hasard ou pas. La différence existe, je vous l'ai définie dans le transparent précédent, dans l'image précédente, mais c'est très dur de vérifier. Et en fait, on ne peut pas vraiment le vérifier. Par contre, dans l'autre sens, c'est facile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé une propriété spéciale, on est sûr que ce n'était pas aléatoire. Une fois qu'on a remarqué que c'est la suite des décimales de pi, c'est hors de question. Maintenant, on est complètement sûr. Non, non, ce n'était pas du tout aléatoire. Donc le problème n'est pas équivalent. Avoir ou reconnaître des objets non aléatoires, on peut être sûr. Par contre, c'est très dur d'être sûr qu'un objet donné est vraiment aléatoire. Et pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des structures cachées à l'intérieur, très compliquées à reconnaître. Et évidemment, dans mon exemple de l'intelligence artificielle, c'est vraiment le repérage de structures cachées et compliquées qui nous intéresse. Si vous repensez au bébé au départ qui entend ses parents qui lui parlent, au début c'est juste un espèce de magma sonore informe, et il doit trouver les structures là-dedans, et ça c'est un problème compliqué. Si on savait résoudre ce problème, je pense que le problème de l'intelligence artificielle ou le problème du bébé robot serait déjà très très avancé. Donc on peut presque dire que tout le problème de l'intelligence artificielle revient à faire le tri entre le hasard et le non-hasard. Ensuite, une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut construire des objets aléatoires? À savoir, bah oui, c'est très simple, il suffit de prendre un dé et de tirer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, etc. Simplement, je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin de faire ça dans le monde réel plusieurs millions de fois par seconde pour des simulations informatiques, pour de la sécurité des réseaux, pour des tas de choses, pour des sondages. Et donc, on veut faire ça de manière automatique. Alors, on pourrait payer quelqu'un à jeter des dés à longueur de journée, ça aiderait avec le chômage peut-être, mais bon, ça pose une question de coût du travail, et donc on veut faire ça de manière plus automatique. Et alors, la réponse, c'est que c'est très difficile, encore une fois, de construire facilement un objet complètement aléatoire. Là, le mathématicien que je suis ne résiste pas à vous donner une démonstration par l'absurde, simplifiée, et qui est que si on avait une construction très simple à appliquer, qui nous donnait facilement des objets aléatoires, ben ces objets ne pourraient pas être aléatoires. Parce que je vous ai dit au début, un objet aléatoire, c'est un objet qui n'a pas de construction simple. Donc là, on est un peu en train de tourner en rond, je suis d'accord, mais c'est très dur de construire des objets garantis complètement aléatoires, et en fait, c'est même impossible dans un temps de calcul fini. Et
Pourtant, il faut bien qu'on s'en sorte en pratique. Donc, et même il y a même un paradoxe qui est que la plupart des objets sont aléatoires. Imaginez, justement, si on tire au dé, ça va nous donner des choses aléatoires. Si on prend un nombre entre 0 et 1, un nombre à virgule entre 0 et 1, au hasard, il sera aléatoire. Évidemment, je n'ai pas le droit de prendre au hasard si je veux construire un objet au hasard. Ça supposerait que j'ai déjà résolu mon problème, que je sais déjà prendre au hasard. Mais c'est assez perturbant de savoir que la plupart des nombres entre 0 et 1 nous donneraient des chiffres au hasard, mais que tous les moyens de construction qu'on a, ils ne tombent jamais sur ces nombres-là, en fait. Par exemple, tous les nombres qu'on peut calculer, ce sont des nombres spéciaux. On peut calculer pi, on peut calculer racine de 2, on peut calculer un tiers, on peut calculer des choses comme ça, mais aucun de cela n'est aléatoire. Et donc, presque tous les nombres sont aléatoires, on ne sait en calculer aucun. Donc c'est un peu frustrant pour le mathématicien. Et pour l'informaticien, si on veut en pratique avoir des sources de nombres aléatoires pour les simulations numériques, pour les sondages, etc., on est obligé de se contenter d'objets partiellement aléatoires. Par exemple, donc on a des moyens de fabriquer, donc la suite des décimales de pi, on suppose qu'elle est partiellement aléatoire. Pi n'est pas du tout aléatoire, c'est un nombre très spécial, mais il l'est suffisamment, ou du moins on pense qu'il l'est suffisamment, on n'en est pas complètement sûr, encore, les mathématiciens n'ont pas encore trouvé de démonstration de ça, mais on pense qu'il est suffisamment aléatoire et que donc on peut se servir des décimales de pi en pratique si on a besoin de nombres aléatoires dans une application de calcul. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on a comme source d'objets aléatoires pour les applications? Par exemple, si vous voulez faire un sondage et vous voulez choisir un échantillon représentatif au hasard, il y a deux sources principales. Il y a les sources qui viennent du monde physique, donc utiliser un processus physique compliqué. Par exemple, tirer un dé, une fois de plus, c'est un processus physique. On agite le dé dans un verre à dé, par exemple, ensuite on le renverse dans une position qui est complètement imprévisible. Donc là, finalement, on revient sur la notion du hasard comme ce qui est probablement très déterministe, mais juste on ne connaît pas les facteurs. Donc c'est le processus physique complexe. Il n'est pas intrinsèquement aléatoire, mais il est incontrôlable. Et il est inconnaissable. Mais là-dessus, une fois de plus, il n'y a pas de garantie, parce qu'une fois de plus, les dés, le mouvement des dés, il obéit aux lois de la mécanique, et donc en principe, on tombe sous le coup de la citation de Laplace dans l'exposé précédent. Si on connaissait exactement la position du dé, les mouvements faits par la main au moment de lancer le dé, etc., ça ne serait pas aléatoire. Donc cette source physique, elle n'est pas acceptable, elle ne donne pas des choses qui sont garanties aléatoires. L'autre chose qu'on fait en pratique dans les ordinateurs, c'est qu'on utilise ce qui est appelé des générateurs pseudo-aléatoires. Donc ce sont des enchaînements de formules compliquées. On part d'un nombre, par exemple, on part du nombre 3, on applique une formule compliquée qui le transforme en un autre nombre, on réapplique la même formule compliquée, on fait ça un certain nombre de fois, et si la formule qu'on applique est assez compliquée et qu'on l'applique suffisamment de fois de suite, on va tomber sur 2 342 756, et ça, on a des chances que les chiffres qui soient là-dedans soient plus ou moins aléatoires. Alors, ça a l'air d'être du bricolage, comme ça, mais là, pour le coup, on peut obtenir des garanties, ou au moins des garanties qu'on a certaines propriétés des nombres aléatoires. Par exemple, avec ces méthodes-là, on peut très facilement produire une suite de chiffres sur l'ordinateur qui a autant de 1 que de 2, que de 3, que de 4, etc. Et en plus, donc, qui n'a pas d'enchaînement, c'est-à-dire que tous les 2 ne sont pas juste après tous les 1, etc., etc. Et donc, on peut obtenir des garanties d'aléatoire partiel. Et c'est ceux-là qui sont utilisés en pratique dans tous vos ordinateurs, par exemple pour la sécurité des paiements par carte bancaire sur Internet ou ce genre de choses. Bien, donc là je passe à la deuxième partie de mon exposé, qui est à quoi sert le hasard en pratique et pourquoi on peut l'utiliser.
Donc, toute l'idée ici, c'est qu'un hasard contrôlé, introduit volontairement par le scientifique, peut aider à résoudre pas mal de problèmes. Et en fait, ça peut même aider à éliminer d'autres sources de hasard. Ce qui est assez paradoxal, on a du hasard, on en rajoute encore plus, et à la fin, ça s'annule. Et ça, c'est très important, par exemple, dans les expériences médicales, où si on veut distinguer le hasard de l'effet placebo, etc. C'est l'idée qu'en présence de grands nombres, si vous faites les choses au hasard, en fait, c'est la méthode la plus juste, la plus juste et la plus équilibrée. En présence de grands nombres. Sur des petits nombres, ce n'est pas vrai, mais si vous avez des suffisamment grands nombres, le hasard, c'est beaucoup mieux que n'importe quelle autre méthode pour tomber sur quelque chose d'équilibré. Souvent. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est souvent vrai. Donc, par exemple, imaginez que vous êtes dans un pays et vous voulez faire un sondage sur une élection. Donc, imaginez que vous avez, par exemple, des gens qui votent pour M. Sarkoland et des gens qui votent pour M. Franzy, et vous voulez savoir combien il y en a qui vont voter pour chaque. Alors, on vous dit dans ces cas-là, les statisticiens vous donnent des sondages avec, ils disent, il y a 49% pour l'un, mais c'est 49%, plus ou moins 1%, on n'est pas très sûr, il y a une marge d'erreur à cause du sondage. Et ce n'est pas très clair dans leurs explications, mais des fois, ils nous disent il y a 75% de chances que ce soit M. Sarkoland qui gagne, plutôt que son adversaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 75% de chances que M. Sarkoland gagne l'élection? On a l'impression, quand on dit ça comme ça, que les gens votent au hasard. Alors, c'est peut-être vrai que les gens votent au hasard, des fois, on se pose la question, mais ce n'est pas la question ici. En fait, dans les sondages, le hasard qu'on vous donne quand on vous dit 75% de chances que, c'est un hasard qui est introduit par le statisticien. Donc, vous avez ce pays fictif où il y a des gens de deux sortes, les verts et les jaunes, et vous voulez savoir quelle est la proportion de verts et quelle est la proportion de jaunes. Et ce que vous voulez surtout pas faire, c'est demander à tout le monde, parce que ça prend trop de temps. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un petit échantillon au hasard. Et donc, dans ce petit échantillon choisi au hasard, vous allez compter. Et alors, le hasard ici, c'est le hasard du choix de l'échantillon. Ça n'est pas le hasard de ce que les gens décident. Les gens, ils sont ce qu'ils sont soit jaunes, soit verts, c'est déterminé avant, ou ça peut changer après, mais c'est une autre question. Mais le hasard, c'est le hasard introduit par le statisticien pour choisir les gens à qui il va demander. Et dans une situation où il y aurait à peu près autant de jaunes que de verts, si on choisit au hasard l'échantillon, il faut vraiment avoir pas de chance pour tomber sur que des verts ou pour tomber sur que des jaunes. C'est infime. Et donc, quand on vous dit il y a 75% de chances que l'élection se passe comme ça, ou il y a 75% de chances que tel médicament soit vraiment efficace, c'est sur ce hasard-là, c'est sur le hasard introduit par le statisticien. Il y a 75% de chances que le statisticien ait fait quelque chose de raisonnable, et il y a 25% de chances, par exemple, que le statisticien n'ait pas eu de bol, et qu'il soit tombé, en demandant à 10 personnes, qu'il soit tombé que sur des gens qui votaient la même chose. Évidemment, quel est le rôle du hasard dans tout ça? Le rôle du hasard, donc c'est ce que j'ai mis en haut, un sondage, c'est l'art de parler de quelque chose en n'en ayant vu qu'un tout petit morceau. Donc le rôle du hasard, c'est de construire un sous-échantillon représentatif, et évidemment, c'est important de le prendre au hasard. Pourquoi ? Parce que si vous voulez savoir ce qui va se passer à la prochaine élection, et que vous demandez à vos voisins et aux gens de votre famille, bah, les gens de votre famille, c'est souvent des gens qui ont tendance à penser un peu comme vous. Et donc, le rôle du hasard, c'est de casser cet effet-là. Si vous prenez vraiment l'ensemble des Français et que vous arrivez vraiment à choisir au hasard, ce qui n'est pas si facile que ça, vous allez avoir une réponse qui sera indépendante de ce que pensent vos amis ou d'autres sources d'erreurs. Ce qui est magique en plus avec cette méthode de l'échantillon au hasard, c'est que vous pouvez avoir accès
à un très très grand volume d'informations sans les regarder toutes. Imaginez que vous faites un sondage à Florence ou un sondage en Chine. Dans les deux cas, même en Chine, en ayant interrogé 100 ou 200 personnes, vous avez déjà une bonne idée de ce qui se passe, si elles sont choisies au hasard. Si vous prenez les 100 premières personnes que vous rencontrez dans la rue, elles sont toutes au même endroit, donc c'est des gens qui vivent au même endroit, ils vont sans doute voter pareil. Bon, vous me direz, en Chine, on ne vote pas pour les élections présidentielles, mais si vous les prenez au hasard, si vous prenez 100 Chinois au hasard, vous avez un très bon sondage déjà, ou un assez bon sondage. À partir de 1000, l'erreur commence à être de l'ordre de 1% sur le résultat du sondage. Donc 1000 Chinois, ça suffit. Et 1000 habitants de Florence, ça suffit aussi. Et donc là, vous avez cette magie du hasard, que vous avez un mode opératoire dont le coût ne dépend pas de la taille du phénomène qui vous intéresse. Donc ça, c'est une première utilisation du hasard qui est très importante, je pense. Une deuxième utilisation du hasard, c'est dans les expériences de type médical, où vous voulez savoir si un médicament marche ou pas. Donc, la première idée qu'on a pour savoir si un médicament marche ou pas, c'est qu'on demande aux gens qui prennent ce médicament, et on regarde s'ils sont moins malades que les autres. Bon, je vais demander aux gens qui prennent de l'aspirine s'ils ont moins mal à la tête que les autres. Non. La réponse, c'est que si on demande aux gens qui prennent de l'aspirine, ce sont des gens qui ont mal à la tête. Donc si on suit ce raisonnement-là, l'aspirine donne mal à la tête. C'est une corrélation imparable. Hein. Donc comment on fait pour résoudre ce problème? Au lieu de prendre la situation telle qu'elle est, et de prendre les gens qui prennent ceci ou les gens qui prennent cela, parce que très souvent, on a des corrélations cachées comme ça. Les gens qui ont commencé à prendre un médicament, ou alors même d'autres aliments. Par exemple, on voit souvent des études sur les bénéfices des fruits et légumes. Bon, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais il faut toujours, quand on voit ce genre d'études, garder en tête, dites-vous bien, qui aujourd'hui mange 10 fruits et légumes par jour? Ce sont les gens qui, depuis 15 ans, ont entendu que c'était bien de manger des fruits et des légumes. Ce sont des gens qui s'inquiètent de leur santé en général, donc qui prennent soin d'eux. Et donc les gens qui se disent « Oh là là, il faut que je reste en bonne santé », ça fait 15 ans qu'ils mangent des fruits et des légumes parce qu'on leur a dit que c'était bien. Et c'est aussi probablement des gens qui vont essayer de fumer un petit peu moins, de boire un petit peu moins, de faire du sport, etc. Donc si aujourd'hui on mesure si les gens qui mangent des fruits et des légumes sont en meilleure santé, oui. Ça va être le cas. Mais c'est pas clair que ce soit à cause des fruits et des légumes. Donc, une des applications les plus importantes du hasard en pratique, c'est de distinguer entre ce qui est une corrélation et ce qui est une causalité. Donc la causalité est très liée avec le hasard, on l'a vu dans l'exposé précédent, bien sûr. Et la seule manière de s'en tirer avec l'aspirine ou avec les fruits et légumes, c'est de dire, je prends les gens, je prends l'ensemble de la population, juste un petit échantillon, et ensuite, au lieu de... je vais les couper en deux, au hasard, donc et je vais dire à la moitié, vous allez manger un peu plus de fruits et légumes, vous allez prendre un peu plus d'aspirine, et vous allez manger un peu plus de magret de canard ou de confit de canard avec des frites, et ou vous allez prendre une poudre blanche qui n'est pas du tout de l'aspirine, mais qui vous fera vous sentir très bien aussi. Et ensuite, on regarde un peu plus tard ce qu'il en est advenu. Et l'opération cruciale, c'est l'assignation aléatoire, c'est de prendre l'ensemble des gens et de les couper en deux au hasard, et non pas de les couper en deux en fonction de ce qu'ils faisaient déjà. Parce que ce qu'ils faisaient déjà, c'est lié, pour reprendre le vocabulaire de l'exposé précédent, c'est lié à toute une série de causalités. Est-ce que ce sont des gens qui prennent soin de leur santé? Est-ce que ce sont des gens qui vivent plutôt en ville, plutôt à la campagne? Est-ce que c'est tout simplement les 10 premiers volontaires pour votre expérience? C'était des gens qui croyaient déjà à l'homéopathie, donc ils se sont portés volontaires pour une expérience sur l'homéopathie, et donc ils vont vous dire « moi j'y crois et donc ça marche ». En faisant l'assignation aléatoire de l'échantillon, vous cassez complètement toutes ces sources d'incertitude. C'est ce que je disais, le hasard peut éliminer de l'incertitude, paradoxalement. À condition
d'avoir une loi des grands nombres derrière. Évidemment, si vous faites ça sur un échantillon de 3 personnes, il n'y a aucune conclusion possible. Si vous faites ça sur un échantillon de 100 ou 200 personnes, ça va déjà être un peu plus intéressant. Donc ça, je pense, c'est vraiment l'application la plus importante du hasard pour notre vie quotidienne. Une autre application intéressante, c'est que très souvent, faire des choix au hasard, c'est la meilleure manière d'avoir des propriétés robustes et qui résistent aux attaques. Donc pour la sécurité, c'est souvent très important. Alors que le hasard, on a l'impression que ça laisse des trous de sécurité. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc, je vais prendre un exemple, c'est celui des réseaux de communication. Alors, des réseaux de communication, ça peut être les réseaux de communication routiers, par Internet, téléphone, ça peut être beaucoup de choses. Donc, là, on va se préoccuper de la solidité d'un réseau. Un réseau, c'est solide si, quand il y a un accident à l'un des endroits dans le réseau, ça ne casse pas tout le reste du réseau. Donc, ici, vous avez deux réseaux que je vous ai représentés, un réseau facile à casser et un réseau difficile à casser. Celui de gauche, c'est celui des lignes de train à grande vitesse en France. Donc, vous avez, on voit très bien sur ce réseau qu'il y a une ville particulière bien connue que je ne nommerai pas, qui rend le réseau très fragile. Pourquoi? S'il y a un problème à cet endroit-là, le réseau est foutu, on ne peut plus aller nulle part en TGV. Le deuxième réseau, le réseau de droite, c'est un réseau fictif, bien entendu, lui est beaucoup plus solide. Si vous enlevez un des points du réseau, ça n'empêchera pas les autres de communiquer entre eux. Alors on peut se dire, bah, évidemment, dans celui de droite, j'ai mis beaucoup plus de lignes de communication que dans celui de gauche. Donc est-ce que c'est juste un effet du nombre de lignes de communication? Alors il y a de ça, il y a un peu de ça, évidemment, mais pas seulement. Si vous voulez construire le réseau le plus solide possible, avec un nombre de lignes de communication fixées, vous pouvez vous dire, j'ai un budget fixé pour construire des lignes de téléphone entre ces différentes villes, je ne veux pas toutes les construire comme j'ai fait ici, je veux en construire qu'un nombre minimal et obtenir la plus grande solidité. Quelle est la meilleure manière de s'y prendre? C'est de faire au hasard. Et ça, c'est démontré mathématiquement. Le hasard donne très probablement d'excellents réseaux de communication en termes de robustesse et de résistance aux attaques. Pourquoi? C'est toujours l'idée que dans un objet aléatoire, il n'a aucune propriété spéciale. Donc un réseau aléatoire, il n'y a pas de point faible. La ville bien connue qui est au centre du réseau français, elle est très spéciale. Dans un réseau aléatoire, il n'y a pas d'endroit très spécial comme ça, puisqu'il est aléatoire, et donc il n'y a pas de maillon qui risque de tout casser. Alors c'est assez amusant parce que très longtemps, c'était vraiment la construction de réseaux aléatoires, c'était vraiment la seule manière connue qu'on avait d'obtenir la meilleure robustesse possible. Donc maintenant, on sait depuis quelques années, les mathématiciens et les informaticiens savent construire des réseaux qui sont aussi bons que les réseaux aléatoires, mais qui sont construits de manière systématique. Donc qui sont partiellement aléatoires, si vous voulez. Et ça, en fait, bon, le réseau de train, évidemment, on ne peut pas le construire au hasard, mais par contre, c'est appliqué dans des réseaux de communication entre ordinateurs, c'est appliqué aussi dans les codes correcteurs d'erreurs dans les communications, c'est appliqué, ce genre de principe est appliqué dans un certain nombre de cas. Une autre application, c'est du hasard, c'est de tester comment un système mécanique, une voiture par exemple, peut résister à des imprévus. Si vous voulez quelque chose de solide, vous lui envoyez des choses aléatoires dessus. Par exemple, si vous voulez tester si un avion est stable, une des choses que vous pouvez faire, c'est de lui envoyer, de faire une maquette d'avion, et de lui envoyer non pas un vent parfaitement calculé pour qu'il vole bien, mais du vent qui aura des tas de fluctuations aléatoires de force et de direction, et vous voyez si ça résiste. Donc l'expérience avec l'avion, c'est un modèle très simplifié de hasard, bien sûr, mais ça c'est important dans beaucoup de simulations d'objets physiques. Presque toujours, on utilise du hasard à un endroit ou à un autre pour introduire de la variété dans les conditions auxquelles on va faire face ensuite dans la réalité, pour simuler une réalité variable.
Alors après, il y a tout le modèle de est-ce que le hasard qu'on a choisi représente bien la variabilité de la réalité? Ça, c'est une question très difficile qu'il faut traiter différemment dans chaque situation pratique. Mais c'est quelque chose de très important. Un autre exemple, c'est si vous voulez tester pareil la fiabilité d'une prévision. Vous avez en météo quelque chose qu'on vous donne tout le temps qui est la probabilité de pluie. Si vous regardez sur Internet, vous avez probabilité de pluie 50%. Et donc là, vous êtes bien content parce qu'il va pleuvoir, il y a une chance sur 2 qu'il pleuve demain, on aurait pu le dire nous-mêmes. À quoi ça correspond, ça, cette probabilité de pluie? Eh bien, vous avez un système qui est le système météorologique, qui a priori n'est pas très aléatoire. Par contre, il est chaotique. Je crois qu'on va avoir, je pense qu'Aurélien cet après-midi va vous parler un petit peu plus de chaos. C'est un système qui est chaotique, donc qui est très dur à prévoir, même si on a les observations d'aujourd'hui, de prévoir ce qui va se passer demain. Donc pour prendre un cas très simple, imaginez qu'aujourd'hui on sache qu'il y a un énorme nuage de pluie qui se balade près de Bordeaux et qui avance vers le sud-est. La question c'est quand est-ce qu'il va arriver sur nous? Est-ce qu'il va arriver sur nous demain ou est-ce qu'il va arriver sur nous après-demain? Bon, bah, c'est très simple, à quelle vitesse il se déplace? Vous mesurez la vitesse du vent autour du nuage, et vous dites, bon, le vent il est à peu près à 50 km/h, il va pousser le nuage, bon, donc on saura où le nuage est. Simplement, vous ne connaissez pas exactement la vitesse du vent. Vous savez que la vitesse du vent elle est entre 50 et 60 km/h. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des simulations en prenant une vitesse du vent qui est aléatoire entre 50 et 60. Vous allez tester 52 km/h. Est-ce que le nuage est arrivé sur moi? 57 km/h. Est-ce que le nuage est arrivé sur moi? Vous faites la simulation 100 fois de suite, avec 100 valeurs aléatoires différentes de la vitesse du vent précise. Alors il n'y a pas qu'une variable, il y a les pressions, les températures, les vents contraires, la vitesse à laquelle tout ça tourne. Donc il y a plein de variables. Et sur toutes ces variables, vous avez des observations qui sont nécessairement imprécises parce qu'on ne connaît pas la température à un milliardième de degré aujourd'hui. Et toute l'imprécision que vous avez, vous la remplacez par du hasard. Vous faites la simulation 100 fois de suite, et ce que vous voyez, c'est que sur 100 simulations que vous avez faites du temps qui fera demain, il y en a 99 qui vous donnent de la pluie sur vous, et une qui vous donne pas de pluie sur vous. Et c'est là que vous dites, eh ben, il y a 99% de chances qu'il pleuve sur moi demain. Alors quand c'est 99, c'est très informatif. Quand c'est 50, c'est très peu informatif. Donc là, on revient un petit peu à ce qu'il y avait au début, que j'ai passé sous silence, qui était la théorie de l'information. Mais on veut évidemment qu'un bon météorologue, c'est un météorologue qui vous donne des probabilités qui sont le plus proche, soit de 0, soit de 100%. Parce que comme ça, vous êtes sûr de ce qui se passe. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Enfin, donc pour finir, je vais essayer d'expliquer qu'il y a des tas de situations où le hasard, c'est la méthode la plus juste. Donc imaginez que vous avez un conseil d'administration où il y a une décision à prendre sur qui est-ce qu'on embauche, par exemple. Donc vous avez vu passer des candidats à l'embauche, et ces candidats, il y a très clairement un paquet de candidats qui sont bons et un paquet de candidats qui ne sont pas, vous n'en parlez plus. Et ceux qui sont bons, c'est souvent assez dur de faire la différence entre des candidats qui sont bons ou qui ont des CV à peu près équivalents. Comment vous décidez? Alors je vais essayer de vous convaincre que même sur des petits nombres, en fait, c'est souvent bien de prendre des décisions au hasard. Pourquoi? Imaginez que donc vous avez ces deux candidats qui sont à peu près, qui ont des CV à peu près équivalents. Et puis, c'est souvent là que la discussion s'enlise pour prendre la décision. Est-ce qu'il faut prendre celui-ci ou celle-là ou celui-là, etc. Et bien, quand on n'a pas vraiment de bons critères pour décider, je pense qu'il vaut mieux décider au hasard. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas de bons critères, c'est là qu'on commence à faire rentrer les mauvais critères. On va prendre
Nos candidats sont équivalents sur le papier, on va prendre celui qui nous a fait la meilleure impression. Celui qui nous a fait la meilleure impression, c'était soit celui qui était le mieux rasé, ou alors, tiens, non, celui-là, il avait un drôle d'accent, c'était un peu bizarre, ça ne m'a pas inspiré, et donc on commence à faire rentrer des mauvais critères. Ou, tiens, cette demoiselle-là, elle avait une plus jolie coiffure que celle-là, ne rigolez pas parce qu'il y a malheureusement, on voit malheureusement des cas où ce genre de critères entre en ligne de compte. Et en fait, ce serait beaucoup plus juste de dire, bon, bah écoutez, il nous reste 3 bons candidats, on tire un dé et on prend le meilleur. Évidemment, quand je dis ça en réunion, je me fais toujours tuer en général. Personne ne veut faire ça. Pourquoi? Parce que ça apparaît très injuste individuellement. Et c'est vrai. Je veux dire, c'est très injuste sur ces 3 candidats, il y en a un qu'on va prendre et pas les 2 autres, uniquement au hasard. Mais d'une part, c'est moins injuste que si on prend celui qui était le mieux coiffé. Et d'autre part, sur plusieurs répétitions de l'expérience, si chacun, ils ont candidaté à 10 postes, et qu'à chaque fois, on les a pris au hasard avec une chance sur 3, eh ben, finalement, sur 10 postes, ils vont être sûrs d'avoir quelque chose. Tandis que celui qui est mal coiffé, même s'il candidate 10 fois de suite, à chaque fois, les gens vont dire « Oh, lui, il est mal coiffé » ou « Oh, lui, il a un accent qui ne m'inspire pas », etc., etc. Et il y a un autre exemple, qui est un exemple classique de théorie du management, qui est, vous avez une réunion, il y a 2 décisions à prendre. Où est-ce qu'on construit la centrale nucléaire et où est-ce qu'on construit le garage à vélo? Donc, où est-ce qu'on construit la centrale nucléaire? On écoute le rapport de l'expert, il faut être à côté d'une rivière, machin, etc. Le conseil d'administration n'est pas expert, la décision est bouclée en 5 minutes. Où est-ce qu'on construit le garage à vélo? Tout le monde a un avis là-dessus. La discussion dure 5 heures. Alors qu'il y avait 2 endroits possibles, la décision finalement n'était pas si importante que ça, on aurait mieux fait de décider au hasard. Et je vais conclure là-dessus. Donc il y a l'anecdote célèbre que pour des décisions relativement peu importantes, comme où est-ce qu'on met le garage à vélo, des fois, c'est beaucoup plus efficace de choisir au hasard. Et là, il faut se souvenir de l'âne de Buridan, qui avait à manger et à boire, et qui est mort de faim et de soif, parce qu'il n'avait pas su par lequel commencer. S'il avait choisi au hasard, il serait vivant. Merci.